débuter notre table ronde intitulée Les coopératives actrices du changement. Encore une fois, n'oubliez pas, vous n'hésitez pas à participer, hashtag COP 2018 ou par SMS 07 67 67 29 56. Alors, pour cette table ronde, ensemble, nous allons nous pencher sur la place de l'entreprise dans la société. Quels sont son impact social et environnemental, qui a été d'ailleurs un sujet très important de débat tout au long de l'année. Nous allons voir également comment la gouvernance coopérative a été interrogée aussi dans le cadre du débat qui a suivi la loi issue des États généraux d'alimentation. Un débat évidemment qui ne fait que commencer, qui est un débat technique, mais dont dépend aujourd'hui en grande partie le règlement de la crise qui touche le monde agricole aujourd'hui. Les coopératives agricoles se sont saisies évidemment de ces questions, notamment, et vous nous en parlerez Olivier Debohan, via le grand débat coopératif. On a vu en effet que les coopératives agricoles s'engagent, elles vont s'interroger sur ce modèle pour justement voir en quoi cela pose de nouveaux défis. Donc pour commencer, je vais tout de suite me tourner vers vous, Madame la députée, vers vous Coralie Dubos, donc vous êtes députée de l'Hérault et co-rapporteur pour les chapitres 3 et 4 de la loi Pacte. Alors avec le débat sur l'engagement sociétal des entreprises dans le cadre du projet de loi Pacte, on a vu justement toute l'importance et notamment le statut pour les entreprises, ce statut très important. Et est-ce que vous pourriez nous dresser un premier plan pour qu'on voit un petit peu la philosophie de cette loi Pacte? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et tous. Bonjour à l'ensemble des interlocuteurs autour de la table ronde. Je voudrais aussi saluer les collègues parlementaires que j'ai croisés en arrivant. J'étais heureuse de voir qu'ils étaient nombreux. C'est dire combien nous nous sentons concernés par les coopératives. Et puis je voudrais bien évidemment remercier Michel Brugge et COP de France pour cet accueil et cette occasion de discuter ensemble de ce travail qui a été fait à l'Assemblée, qui est en cours au Sénat, qui reviendra en deuxième lecture au début de l'année 2019 et qui vous concerne finalement directement, quand bien même ça concerne aussi l'ensemble des entreprises dans la société française. Alors, cette loi Pacte, qu'est-ce que c'est? C'est une loi qui est véritablement issue d'un travail de concertation. Ça a été lancé, je crois, le 23 octobre 2017, donc il y a plus d'un an. Vous avez eu 600 entreprises qui ont été consultées, 38 organisations syndicales et plus de 50 000 consultations en ligne avec du participatif qui sont venus enrichir le texte. Tout cela nous a donné un texte riche de 74 articles. Le dernier est une création du rapporteur général et de moi-même pour venir vérifier que ce que nous faisons dans ce texte, nous le faisons bien sur du long terme. Mais donc 73 puis 74 articles, très denses, en 4 parties. Vous aviez 4 chapitres et nous étions 5 rapporteurs. 5 rapporteurs parce que 4 rapporteurs thématiques spécialisés et un rapporteur général qui faisait de la coordination sur l'ensemble. Le premier chapitre de la loi Pacte, il était là pour venir simplifier un maximum la vie des entreprises et je l'ai entendu dans les discours introductifs, ça se dit encore, quel que soit son secteur d'activité. En France, il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup de complexité, il y a encore des difficultés aussi dans les rapports avec l'administration. Comment est-ce qu'on gère ça? Donc vous avez énormément de mesures qui ont été votées pour simplifier au quotidien la création, la vie de l'entreprise et aussi la fin de l'entreprise en cas de cessation d'activité. La deuxième partie a été, elle, concentrée sur tout ce qui était financement des fonds propres et financements internationaux, accessibilité aux marchés internationaux. Comment est-ce qu'on fait pour renforcer la compétitivité de nos structures en France pour que des PME et des ETI puissent se développer et aller conquérir un petit peu partout, consolider de l'international, avec aussi un grand fonds pour l'innovation qui était créé via les privatisations. Et puis les chapitres 3 et 4, dont j'ai été rapporteur avec une grande fierté et une grande joie, qui a donné lieu à plus de 3 mois d'audition à l'Assemblée, à de nombreuses aussi consultations numériques et sur les territoires. Chapitre 3 qui s'intitule « Des entreprises plus justes » et je vais y revenir, ça va être le cœur de ce qui vous intéresse. Chapitre 4, compliqué, dense, intéressant, qui correspond essentiellement à des transpositions de directives ou des habilitations pour que le gouvernement légifère par ordonnance sur des sujets très sectorisés. Donc ce chapitre 3 des entreprises plus justes, déjà, qu'est-ce que ça veut dire que ce titre des entreprises plus justes? Il faut voir la double lecture.
Il y a la première considération qui est de dire il faut que l'on puisse changer le regard que les gens ont actuellement en France sur l'entreprise. Parce que malheureusement, vous le vivez dans l'agroalimentaire et on parle beaucoup de l'agribashing, mais ça se vit dans pas mal de secteurs d'activité. Aujourd'hui, il y a encore une mauvaise image de l'entreprise et une mauvaise image de l'entrepreneur si on prend une opinion publique dans les classes moyennes. Et il faut être très prudent avec ça, puisque c'est bien évidemment l'entreprise qui fait bouger la société, qui est moteur, qui crée de l'emploi, qui permet de se socialiser, qui permet de construire une vie. Donc comment est-ce qu'on fait pour porter un regard plus juste sur ces sociétés? D'autant que, soyons-en fiers, en France, nous sommes le pays leader en Europe et au monde en termes de RSE, de responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Vous avez énormément de TPE et de PME qui le mettent en œuvre. On n'en est pas assez fiers. Et donc, on voulait déjà permettre de redonner un angle très fort et un coup de projecteur sur ce sujet-là. Et puis après, parce que l'autocritique est quand même indispensable et qu'on n'allait pas y échapper, il y a encore des structures qui ne sont pas parfaitement vertueuses, que ce soit en termes de gouvernance, d'engagement social, d'engagement environnemental. Et pour celles-ci, qu'est-ce qu'on fait? On ne vient pas non punir, mais on vient encadrer, on vient donner quelques outils pour permettre de se poser les bonnes questions demain dans son activité, éventuellement corriger le tir ou améliorer certains dispositifs et permettre d'enrichir ce chiffre, d'améliorer cet écosystème de l'entreprise française qui est vertueuse dans la société pour demain. Ça, c'était la philosophie de départ de ce texte. Donc on s'est dit deux questions dans ce grand chapitre sur des entreprises plus justes. Finalement, on veut deux choses que là aussi j'ai réentendu dans les objectifs sur les EGA. On veut que la répartition de la valeur créée, elle se fasse mieux. Et on veut qu'on puisse mieux créer des valeurs partagées. Comment est-ce qu'on a articulé ça? On a entamé d'abord des suppressions, et vous étiez concernés, suppression de forfait social sur la participation et l'intéressement, suppression du forfait social sur la participation pour les entreprises de moins de 50 salariés et sur l'intéressement pour les entreprises de moins de 250, puisque ce n'est pas obligatoire, et avec un dispositif où ça a été adapté aussi pour les SCOP, où on est venu encore adapter, puisqu'elles avaient déjà un forfait social privilégié. Donc tout ça sera, à mon avis, promulgué autour du mois de mars, si tout va bien, si le calendrier législatif suit son objectif, et ça pourra être mis en œuvre dès cette année. Ensuite, on a entamé une grande modification du Code civil, et je dis grande modification parce que je suis juriste de formation et de profession, et je peux vous garantir que quand on touche aux articles fondamentaux du droit des sociétés, vous avez un petit peu tout le monde qui panique. Et donc je trouve que vraiment les cabinets ministériels et les ministres ont été courageux, à la fois la garde des Sceaux et le ministre de l'économie, parce qu'ils y sont allés franchement, ils ont présenté un projet de loi qui venait modifier l'article 1833 du Code civil, qui est un article fondateur dans le droit des sociétés, qui vient vous dire quel est l'objet d'une société, quel est l'objet de son activité, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que jusqu'à présent, et depuis le début de l'histoire du droit des sociétés, donc plus d'un siècle, il était simplement compris dans notre droit français que la société avait pour objectif de faire du profit et d'en partager les bénéfices. Et ça s'arrêtait là. En gros, ça s'arrêtait là. Heureusement, on a des juridictions qui sont très pertinentes et qui essaient d'écouter ce qui se passe dans la société au jour le jour. Et elles avaient créé une notion au fur et à mesure des décennies qui s'appelle l'intérêt social, qui correspond un peu à l'intérêt propre de l'entreprise, de l'activité d'une entreprise, et non pas simplement les détenteurs de l'entreprise, les propriétaires, actionnaires ou sociétaires, et de reconnaître cet intérêt social, cet intérêt propre, comme fondateur, comme prépondérant dans des décisions courantes et dans des décisions importantes dans la vie d'une société. Ce qu'on est venu faire, c'est d'une part reconnaître cette notion d'intérêt social qu'on a consacrée, qui n'existait pas. On est venu la consacrer dans le Code civil, et surtout, on est venu y adjoindre les enjeux sociaux et environnementaux. C'est-à-dire qu'on a consacré cette formule qui dit que désormais, la société doit être gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Quand on dit la société doit être gérée dans son intérêt social, ça peut paraître évident, mais ça n'est pas tant que ça, parce que c'est une formule qui a permis, par exemple, de défendre des structures contre des abus de majorité sur des conseils d'administration, par exemple. C'est arrivé. Donc c'était important de le mettre, et quand on vous dit que l'intérêt social, il comprend les enjeux sociaux et environnementaux, ça vous dit deux choses. Ça vous dit qu'à chaque fois que vous prenez une décision importante pour votre structure, vous devez vous poser la question de quel sera son impact effectif sur l'activité sociale, sur l'activité environnementale. Et dans social, je comprends les deux. C'est-à-dire que vous avez les parties prenantes internes,
que sont évidemment les salariés, et vous avez les parties prenantes externes. Et là, on entre dans toutes ces questions de gouvernance responsable qui sont mises en avant déjà dans le fonctionnement des coopératives depuis des décennies. Donc bien évidemment que les coopératives ont été actrices de ce changement dans la mesure où elles nous ont inspirés. Après cet article qui avait été à l'origine présenté par le gouvernement, il y a eu un tout petit peu de travail parlementaire parce que ça nous arrive, même si j'entends beaucoup en ce moment qu'on ne fait pas grand-chose, il nous arrive de travailler. Et dans le cadre de ce texte, les apports que nous avons voulu apporter, que nous avons voulu mettre, sont ceux qui étaient inspirés de travaux de la société civile et du rapport Nota Sénar. Et je crois que vous avez un expert qui pourra aussi vous en parler tout à l'heure. Deux choses. La première, c'est une possibilité pour toute société qui le souhaite, que ce soit une société civile immobilière, commerçante, que ce soit une mutuelle, une assurance, tout le monde peut le faire, de se doter d'une raison d'être. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une raison d'être? Là encore, on est venu mettre dans le Code civil quelque chose d'absolument pas juridique, mais pourtant, je crois que ça correspond au quotidien de nombreuses structures qui ont déjà des chartes de valeurs, qui ont des engagements, que ce soit sur des sites internet, dans des réfectoires, dans des process de fabrication, dans des process de commercialisation, des engagements vis-à-vis du client. Et donc, cette raison d'être, on voulait qu'elle puisse avoir une valeur juridique reconnue parce qu'elle distingue de d'autres types d'activités. Donc, cette raison d'être, il sera possible désormais de la rédiger et de l'inscrire dans ses statuts. Je voudrais juste attirer l'attention sur une chose, c'est que si au mois de mars, de juin ou à la rentrée prochaine, vous décidez de vous doter d'une raison d'être dans vos statuts, ce que vous rédigerez vous engagera. Donc réfléchissez bien à ce que vous mettez dedans. Ce n'est pas une simple déclaration de volonté ou de principe qui s'écrit comme se rédige une charte. Ce qu'on va écrire nous engage. Ce n'est pas une obligation de résultat, loin de là, mais quand même ça engage. Donc il faut être prudent. Et puis, si on considère que cette responsabilité des entreprises est une fusée avec 3 étages, vous aviez le premier étage qui concernait tout le monde sur les enjeux sociaux environnementaux, vous avez le deuxième sur la raison d'être, et puis vous avez le dernier étage, et là je voudrais remercier parce que j'ai pas pu être là ce matin, je m'en excuse, j'avais dit que je viendrais, je siégeais en commission des lois. Et, ça a été annoncé ce matin. Je sais qu'Invivo a annoncé sa volonté de se transformer en société à mission et ça me touche particulièrement puisqu'évidemment c'est un projet que j'ai porté avec des collègues parlementaires de façon très intense pour être certain que ça soit acté dans la loi et donc ça a été adopté. On a créé ce statut. On a créé ce statut de société à mission qui est cette fois-ci dans le code de commerce, de mutuelles et des assurances, qui sera évidemment applicable au secteur coopératif puisqu'il s'en inspire, mais qui va être, je pense, demain, quelque chose d'extrêmement déterminant comme facteur de différenciation sur le marché. Et vous parliez de compétitivité, vous parliez de concurrence, vous parliez d'empreinte européenne. Je pense que là, on peut avoir une empreinte effectivement française qui s'exporte à l'européenne et qui nous donne une identité capitalistique forte, responsable. Et cet étendard de société à mission peut en être un vecteur. Ce ne sera pas le seul, mais ça peut être un vecteur. Et en tout cas, c'est important parce que symboliquement, c'est quand même une reconnaissance par l'État que cette possibilité de fonctionner, elle existe fort en France et les coopératives s'en sont déjà saisies. Alors qu'est-ce que c'est qu'une société à mission? Enfin, qu'est-ce que sera une société à mission? Puisque pour l'instant, ça n'a été voté qu'en première lecture, il faut qu'on fasse la navette pour que ce soit terminé. Mais cette société à mission, c'est une société qui se sera dotée d'une raison d'être dans ses statuts, qui va, en plus de cette raison d'être, se doter d'une mission qui est ciblée, d'où son nom, de société à mission, une mission qui soit très opérationnelle, particulière. Il ne faut pas mettre une mission générale parce que sinon vous allez vous y perdre. Une mission ciblée qui soit au cœur de votre activité, soit en parallèle de votre activité, mais qui s'y rattache. Une fois que vous avez déterminé quelle est la mission que vous voulez remplir dans le cadre de cette activité, il faudra se doter, alors je vais l'appeler comité des parties prenantes, même s'il ne s'appelle pas comme ça dans la loi, parce que ce n'était pas juridique, on a dit organes juridiquement distincts des organes sociaux déjà existants. Mais bon, bref, en gros, l'idée, c'est un comité des parties prenantes, où vous aurez à minima un salarié, et après, qui vous voulez comme partie prenante, ou comme représentant des parties prenantes, ou comme expert qui peut considérer les enjeux des différentes parties prenantes à votre activité, qui viendra suivre la réalisation de cette mission et qui pourra aussi produire un rapport par an pour contrôler la bonne exécution de cette mission parce que l'idée n'est pas non plus de faire un washing légal. Donc il faut bien que ça puisse être contrôlé à un moment donné. Et
ça a été renvoyé par décret, on verra, ça on est encore en discussion là-dessus avec le cabinet sur la façon de l'articuler, mais vous aurez aussi une certification par un tiers indépendant, un contrôle du process par un tiers indépendant, pas un contrôle de la mission en elle-même, mais un contrôle que le process soit bien respecté, puisque ce sera un process d'État qui se fera donc par cet organisme tiers, et ça c'est renvoyé en décret en Conseil d'État, ce sera décidé d'ici la deuxième lecture. Dernière précision, et puis je vous rends le micro, pour les structures qui auront moins de 250 salariés, il ne sera pas obligatoire d'avoir un comité des parties prenantes, mais au moins un référent de cette mission, parce qu'on sait la difficulté parfois d'instituer un comité selon le nombre de salariés et l'activité, et donc dans ce cadre-là, un référent de mission pourra s'y substituer et remplir les fonctions qui sont dédiées. Si vous me permettez, si, j'entends les non, mais vous allez pouvoir l'entendre, ça ne va pas vous prendre longtemps, et quand même ça va vous intéresser, je vous assure. C'est une citation, elle n'est pas de moi, je vous dirai qui est l'auteur à la fin. C'est une citation que je trouve vraiment intéressante dans le contexte de ce qui vient d'être décidé, discuté et ce que je vous entendais dire ce matin. L'entreprise doit faire des profits, sinon elle mourra. Mais si l'on tente... Attendez, c'est pas fini. Alors si vous avez un tout petit peu de patience, messieurs, vous allez avoir la fin et vous allez comprendre l'intérêt de la citation. Allez-y, allez-y. Donc l'entreprise doit faire des profits, sinon elle mourra. Mais si l'on tente de faire fonctionner l'entreprise uniquement sur le profit, elle mourra aussi, car elle n'aura plus de raison d'être. Voilà. Et ça a été dit il y a plus d'un siècle. Ça a été dit il y a plus d'un siècle, et je crois qu'on a mis un siècle, non pas pour le faire, mais pour le reconnaître et pour le promouvoir. Et je pense que vous pourrez compter sur nous, tout le temps, pour continuer à aller dans ce sens. Merci à tous. On va poursuivre. Merci beaucoup. Henri Nallet. Donc vous êtes ancien ministre, président du Haut Conseil de la coopération agricole. Je voulais justement avoir votre vision des choses par rapport à ce que vient de nous expliquer Madame la députée, notamment sur ce nouveau statut de la société à mission. On a vu qu'il y a eu beaucoup de réactions dans la salle. Je vous ai vu aussi parfois grimacer. Donc j'aurais bien aimé savoir ce que vous pensiez. Bonjour à tous. D'abord, madame, je ne grimace pas. Je peux peut-être exprimer des interrogations. Je vous ai vu faire la moue parfois un peu comme ça. Mais je voudrais simplement, je voudrais simplement faire deux ou trois commentaires à ce débat, en vous disant d'abord tout le plaisir que j'ai à vous retrouver après de nombreuses années. Moi, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les débats de la loi Pacte. On s'est interrogé, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle définition de l'entreprise, qu'est-ce que c'est que ces buts sociaux. Nous avons écouté le rapport de M. Sénard et de Mme Nota, ancienne dirigeante de la CFDT, nous parlant de l'entreprise à mission. Et puis, quand je vous entends, Madame la députée, je dis, mais c'est la coopération agricole dont elle nous le parle. Enfin, il y a quand même longtemps qu'il y a des gens qui se sont réunis parce qu'ils ne voulaient pas d'entreprises capitalistiques qui ne pensent qu'au profit, mais qu'ils voulaient rester sur leur territoire, qu'ils voulaient mettre en valeur le travail qu'ils faisaient. Et en plus, figurez-vous, qu'ils voulaient contrôler l'ensemble du processus en votant démocratiquement selon le principe d'un homme, une voix, quelle que soit l'importance de son exploitation. Ça ne serait pas une entreprise à mission, ça, Madame la députée? Alors. Donc, je trouve ce projet de loi absolument intéressant et passionnant. J'ai cru entendre à un moment qu'on s'interrogeait un peu, et les coopératives là-dedans. Mais, mesdames, messieurs, mais c'est la consécration de votre mouvement. Vous devez au contraire le prendre comme un hommage. Enfin, on redécouvre ce qu'est la coopération. Formidable. Et moi, j'en suis ravi. Voilà, ma première réaction, non pas tant en tant que président du HCCA, si vous le permettez, mais en tant que, sans doute, le moins jeune parmi vous. Parce que je l'ai vu à l'œuvre, la coopération. Je l'ai vu à l'œuvre au moins
à 2 reprises, quand j'étais très jeune, j'ai vu la reconstruction de l'agriculture française après la guerre. J'étais tout petit. Et puis, dans les années 60, quand j'ai travaillé avec les gens du CNJA, avec Michel de Baptiste et les autres, j'ai vu la place de la coopération dans la modernisation de notre agriculture. S'il n'y avait pas eu de coopération, il n'y aurait pas eu cette formidable modernisation de l'agriculture française. Et tout à l'heure, quand j'entendais le ministre, j'avais envie de l'aider. D'abord parce que j'ai beaucoup d'estime pour Didier Guillaume. C'est quelqu'un de très bien, qui connaît l'agriculture, et travailler avec lui. Alors, je voulais l'aider. Il a déjà concédé que l'idée de proposer que le HCCA puisse sanctionner les coopératives, c'est absurde, on ne va pas sanctionner nos frères. En tout cas, je ne m'y vois pas. Et puis, il reste encore ce problème du conseil et de la vente. Et en l'écoutant, j'avais envie de l'aider et de lui dire, cher ministre, si les coopératives agricoles n'avaient pas pu lier le conseil à la vente, mais il n'y aurait pas eu la modernisation des années 60. C'est les coopératives qui ont appris aux viticulteurs de Madordogne, dont je parlais tout à l'heure avec le député de Bergerac, à accroître les rendements tout en maintenant la qualité. Oui, oui, c'est la coopérative de Montbazillac, je la connais. Oui, ce sont les coopératives normandes qui ont appris aux producteurs de lait, que je connais aussi, à améliorer leur production, à maîtriser la génétique animale. C'est dans les coopératives que ça s'est joué. Donc, moi, je suggère au ministre d'y réfléchir encore un peu et puis de revenir à une position aussi raisonnable que celle qu'il a prise à l'égard du HCCA et dont je le remercie. Merci beaucoup. Errol Cohen. Errol Cohen, vous êtes avocat et vous êtes à la chaire théorie de l'entreprise, donc au sein du Collège des Bernardins. Alors je sais que vous, lors de la discussion de ce projet de loi Pacte, justement, on a évoqué donc l'idée d'ouvrir de nouvelles possibilités, de devenir donc ces entreprises à mission. Et vous, évidemment, ces évolutions challenge le modèle des coopératives, même si Monsieur Nallet a donné son avis. Vous, je sais que vous y êtes très favorable. Vous estimez que ça a beaucoup d'avantages, et notamment vous dites que c'est l'évolution de la loi de 47. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Merci. Dans un premier temps, moi je suis membre de la chaire à Mines ParisTech, à l'école des mines de Paris, au sein d'un programme qui était au Collège des Bernardins, effectivement, dans lequel on avait proposé la société objet social étendue il y a à peu près 5 ans ou 6 ans, qui est devenue l'entreprise à mission, qui est certainement devenue la société à mission grâce à Madame le député. Merci de coller bien le micro à votre menton, pour qu'on vous entende bien. Et effectivement, moi je vous ai écouté tous les deux très religieusement parce que finalement, c'est une très belle eau au moulin que moi j'ai essayé de tourner pendant des années. Primo, pour dire déjà que effectivement cette société à mission va naître. Deuxième temps aussi pour dire qu'elle est coopérative. Oui, c'est un fait. En 47 déjà, on portait déjà ces valeurs dans la loi de 47. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais toute société coopérative a eu, en tout cas, le besoin de se développer par la société commerciale. Donc elle est devenue un modèle hybride, souvent hybride. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les valeurs, elles n'étaient pas transportées. Et pourquoi elles n'étaient pas transportées ? Parce qu'en fait, il y a toujours eu ce même et unique problème, unique et simple problème, c'est que la société commerciale ne transportait pas de valeurs. C'est la société à mission d'aujourd'hui. Elle transporte des valeurs. Et qu'est-ce qu'elles font, ces valeurs ? Elles vont placer, j'ai envie de le dire, elles vont placer tout ceci dans une activité cohérente pour les enjeux contemporains. Qu'est-ce que c'est les enjeux contemporains ? Je crois que Michel Prug et le ministre les ont donnés tout à l'heure. Ce sont vos soucis, vos problèmes sur votre identité, ce que vous êtes. Pourquoi est-ce qu'on vous considère d'une certaine façon ? Et qu'est-ce que c'est en fait tout ça ? C'est de la cohésion. C'est essayer de ramener une cohésion au sein d'une vie économique
avec une communauté de vues. Alors vous allez me dire, il est en train de dire des grands mots. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que suffire ne promet pas. Qu'est-ce que ça veut dire, suffire ne promet pas? Vous voyez l'exemple aujourd'hui qu'on a entre Renault et Nissan. Vous voyez tout ce qui se cristallise avec Carlos Ghosn. Mais vous voyez aujourd'hui Nissan et Renault qui sont en train de se battre les uns les autres. Vous appelez ça un partenariat? Ben, c'est ça ce qu'il faut aujourd'hui. C'est ça ce qui me manque. S'ils avaient une mission, ils avaient défini une mission, ils auraient une vue commune, un besoin commun. Et ben, en tout cas, ils auraient parlé de la même voix. Et ben, c'est ça l'entreprise à mission. C'est justement ce qui, dans vos filiales, vous permettrait de parler de la même voix, ce qui permettrait de sortir vos filiales, justement, avec vos relations avec les parties prenantes pour dire « nous parlons de la même voix ». Et en fait, dans tout ça, vous allez créer quoi? Vous allez respecter du social et de l'environnemental? Non, vous allez faire aussi de l'innovation. Parce que l'innovation, c'est ni plus ni moins qu'une création collective. Et c'est là que vous avez un intérêt. Mais je vais aller même plus loin encore. Vous voyez ce qui a été inventé? Eh bien, ce n'est pas du tout un montage compliqué. C'est un montage simple. Moi, je me rappelle, pour avoir travaillé, j'avais étudié les laboratoires pharmaceutiques. Par exemple, Servier, Fabre, qui sont passés par des associations, qui sont passés par des fondations, qui sont revenus, ils ont mis 30 ans à faire un modèle pour arriver à faire quoi? Créer une gouvernance au sein de l'entreprise. Voilà. S'ils avaient connu la société à mission, et je l'ai dit déjà à ces gens-là, je vous l'ai dit parce que je les ai étudiés, s'ils avaient connu la société à mission, ils seraient passés par une application. Alors je ne dis pas que les missions sont simples à faire, c'est compliqué, je vous le dis tout de suite. Mais par contre, le modèle est simple. Et effectivement, on offre un autre principe aussi, c'est un mission lock, c'est-à-dire que dans vos filiales, on permettrait à ce moment-là de bloquer la mission et vous pourriez l'opposer à tout le monde. En fait, qu'est-ce que ça propose? Ça propose de créer un bouclier aujourd'hui pour vous dire « remontez-vous ». Ça permet de créer un glaive pour aller plus loin, pour reprendre l'expression habituelle du glaive et du bouclier. Et moi, je pense que rapporter au COP, vraiment rapporter au COP, les COP, comme je vous l'ai dit, c'est un formalisme statutaire vis-à-vis d'une flexibilité commerciale, ça va vous donner un cadre cohérent. Et on vous dit demain, attention, les COP, on va peut-être vous enlever certaines prérogatives. Vous dites, non, attendez, mes valeurs, je les mets partout, tout le temps, parce que c'est elles qui me font faire du business. C'est comme ça que j'achète des sociétés en France, à l'étranger, c'est comme ça que je traite mon territoire, c'est comme ça que je parle avec les gens qui sont autour de moi. Donc vous vous retrouvez exactement dans ce modèle cohérent pour faire, je le dis clairement, plus de bénéfices en traitant mieux les parties prenantes. Vous allez avoir la meilleure des choses à faire aujourd'hui. En termes d'avantages, ça s'applique à toutes les sociétés, mais a fortiori quand on arrive avec des sociétés comme les coopératives, on est plus enclin à dire qu'il y a un terrain qui est le vôtre déjà. Quant à la loi de 47, écoutez, j'ai envie de dire, on va faire un pied de nez, on est en 2019, elle a 72 ans. On a une loi de 2019 là, qui arrive. On a une loi de 2019 qui arrive. Donc je pense que, oui, moi je pense qu'elle vient l'évoluer, la compléter. Elle va donner une action cohérente aux coopératives. Bon, je pense que vous avez tout intérêt à l'adopter. Voilà. Je pense que c'est la meilleure des choses, c'est de l'adopter très rapidement pour la société à mission en tout cas. Coralie Dubost, est-ce que justement vous comprenez, on a eu des réactions dans la salle, qu'aujourd'hui en effet y a certaines coopératives ont l'impression que justement ce serait peut-être perdre leur valeur intrinsèque. Elles estiment aussi que parfois elles ont tout à fait déjà ce qu'il faut, comme l'a répété Monsieur Nallet. Par rapport donc à ce qui s'est dit, comment vous vous défendez davantage? Qu'est-ce que ça leur apporterait vraiment? Alors, en réalité, je pense qu'il ne faut pas faire de confusion entre le modèle coopératif et la société à mission. Je suis navrée, ce n'est pas exactement la même chose, mais peut-être que je ne l'ai pas assez bien expliqué. Je vous ferai passer des documents si besoin. En revanche, non, sincèrement, il n'y a pas de confusion entre les deux modèles. Honnêtement, il n'y a pas de confusion entre les deux modèles. En revanche, ce qui est certain, c'est ce qui vient d'être expliqué, c'est que quand vous êtes déjà une coopérative, c'est beaucoup plus simple de devenir société à mission que pour n'importe quelle autre entreprise qui n'aurait pas cette gouvernance déjà responsable et vertueuse à l'origine. C'est dans ce sens-là où je pense que c'est une véritable opportunité pour les coopératives, parce qu'en termes de stratégie de différenciation identifiable facilement sur des marchés, vous avez une clé pour aller plus vite que n'importe quelle autre structure qui n'aurait pas un modèle comme ça en place. Et après, qui n'existe pas aujourd'hui, pour vous, qui n'existe pas au sein des coopératives aujourd'hui? Non, si. Alors,
Il y a des choses qui existent au sein des coopératives, mais la société à mission, ce n'est pas une nouvelle forme juridique. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Ce n'est pas une nouvelle forme juridique, c'est un statut juridique. Donc un statut juridique, ça va venir s'accoler à une forme juridique. Vous pouvez être société à mission et SA, société à mission et SARL, vous pouvez être société à mission et SAS, société à mission et coopérative. Donc vous allez pouvoir mettre ce bandeau, je pourrais dire label, mais ce n'est pas un label, mais on pourrait l'apparenter à une sorte de label d'État, société à mission, qui n'implique pas une transformation juridique de votre structure, qui implique juste de répondre aux critères que j'avais énoncés tout à l'heure. Or, dans ces critères que j'ai énoncés tout à l'heure, la coopérative a déjà l'élément le plus complexe finalement pour les entreprises classiques à mettre en œuvre, qui est ce fameux comité des parties prenantes. Vous avez déjà une gouvernance responsable qui intègre les parties prenantes. Donc de ce point de vue-là, ce sera beaucoup plus simple de le mettre en place. En revanche, il vous faudra décliner votre propre mission, celle que vous choisissez, et votre raison d'être. Ça existe parfois déjà dans l'activité de coopérative, mais pas toujours. C'est ce qui était parfaitement expliqué au travers de ce transport des valeurs et comment est-ce qu'on peut se les garantir dans la durée. Donc de ce point de vue-là, ce sera plus simple pour les coopératives. Pour d'autres structures, si je prends d'autres types d'économies, vous allez avoir des entreprises qui ont déjà tous les facteurs valeurs, une capacité à rédiger la mission tout de suite, notamment dans le monde de la recherche. On sait qu'il y a aussi énormément de sociétés dans le monde de la recherche qui ont besoin de se doter d'une mission ciblée et qui l'ont déjà, et qui en revanche vont devoir travailler plus à composer la gouvernance, ce comité des parties prenantes et le suivi de la mission qui va être mis en place. Donc c'est quelque chose qui est hybride, qui s'inspire au niveau de la gouvernance très fortement de ce qu'il y a de vertueux dans la coopérative, tout en apportant un peu plus de flexibilité, parce que justement on n'est pas sur le un homme, une voix, il faut à minima un salarié, mais après vous choisissez quelles sont les parties prenantes que vous intégrez, à quelle fraction, avec quelle fonction, etc. Donc il y a un outil qui est assez souple où peut très bien s'intégrer l'actuelle gouvernance coopérative. Merci beaucoup. Olivier Deboin, est-ce que je peux vous demander de réagir par rapport à ce qui vient d'être dit? Vous êtes vice-président de COP de France. Voilà, il y a vraiment des changements qui se présentent. Est-ce que ce sont des opportunités à saisir? Est-ce que justement, ça peut renforcer encore les valeurs des coopératives? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je pense que le sujet est intéressant, dans ce sens où si ça vient compléter ce qui a été mis en place dans notre modèle, ça peut être source de progrès et je peux y voir que du positif. La seule réserve que j'émettrais, c'est d'ailleurs une de nos grandes difficultés actuellement, et Madame la députée, je vous demande d'en prendre note, parce qu'on a un vrai sujet aussi dans les compréhensions. Parfois, on a l'impression de ne pas parler la même langue. Et ne pas parler la même langue, ça fait qu'on ne se comprend pas et on part sur des désaccords. Moi, on est prêts tous à croire à votre projet, on est prêts à s'y inscrire, InVivo l'a fait ce matin, et je pense qu'ici, les gens sont prêts à y aller. Mais vous voyez tout de suite la réaction qu'il peut y avoir. Et je pense qu'il faut qu'on insiste sur le côté éducatif, formation et tout ce qui va dans ce sens-là pour qu'on se comprenne bien sur les objectifs que vous voulez et qu'on ne se retrouve pas dans une rupture de compréhension où c'est encore la technocratie qui a écrit ça, parce que, mais je ne doute pas de vous, hein, ce n'est pas le sujet. Mais nous, je peux vous dire que dans la vie de tous les jours, et je le dis d'une façon très positive, parce qu'à COP de France, on n'est pas, on est offensif, on est constructif. Ce qui nous intéresse, on regarde le passé, mais ce qui nous intéresse, c'est demain. Et si on veut construire demain, il faut réellement qu'on parle la même langue et qu'on se comprenne avec les bons mots. Alors justement, même chose, je vais juste faire réagir Véronique Blin, membre du conseil d'administration de COP de France. Je rappelle que vous êtes viticultrice. Pour vous, je crois qu'il y a un risque de banalisation, un risque de millefeuille aujourd'hui avec ce genre de propositions. Pour vous, les coopératives agricoles, est-ce qu'elles sont face justement, est-ce qu'elles peuvent être mises en danger parce que aujourd'hui, ce qui fonde vraiment la spécificité coopérative, est-ce qu'elle est déjà en place et a-t-elle besoin d'autre chose? Alors, pour parler de nos spécificités coopératives, il me faudrait beaucoup de temps. Je voudrais simplement revenir sur certains points importants. Rappeler que nos coopératives, ce sont des sociétés d'hommes tournées vers les intérêts des hommes qui la composent, et ce ne sont pas des sociétés de capitaux qui sont plutôt tournées vers la rémunération de leurs actionnaires. Ça fait une grande différence. Ensuite, notre spécificité, c'est qu'on a un statut particulier et qu'on a dans ce statut une
gouvernance démocratique. Alors ça a été dit à l'instant, c'est, me semble-t-il aussi, une gouvernance responsable et vertueuse. Je voudrais rappeler que le terme d'associé coopérateur, eh bien, il prend tout son sens quand on sait que notre adhérent, il porte deux casquettes. Il est à la fois apporteur de matières premières, mais il est aussi détenteur de parts sociales. Et ça a toute son importance, parce que cette détention de parts sociales, ça lui permet de participer aux décisions au travers l'expression de son vote à l'Assemblée générale, en respectant le principe « un homme, une voix ». Ça lui permet également de participer à la redistribution des résultats de la coopérative, et cette fois-ci de façon proportionnelle à ses apports. Et puis, il peut aller plus loin. Il peut aussi s'impliquer, il peut être choisi, élu par ses pairs, et intégrer le conseil d'administration et participer à la gouvernance. Alors, je voudrais bien rappeler, parce qu'il me semble que c'est important, ça a été fait par Michel tout à l'heure, que ce qui lie la coopérative à ses associés coopérateurs, ce n'est pas une relation commerciale. La coopérative, elle n'achète pas des produits agricoles, elle rémunère des apports qui sont fournis dans le cadre d'un contrat d'engagement. Ainsi, l'associé coopérateur, ce n'est pas un simple livreur, c'est un véritable acteur de l'entreprise coopérative et de la filière. Et au travers de ça, je crois que la formule qui indique que la coopérative est le prolongement de l'exploitation de ses membres, elle prend elle aussi tout son sens. Un petit mot, Olivier. Je vais avoir du mal à parler derrière Véronique. Je voudrais juste, parce qu'on en a échangé ensemble avec Véronique, et au sein du Conseil de COP de France, c'est une préoccupation permanente qu'on a. C'est notre mission, et ça, il faut que vous l'entendiez, et ça vient dans le prolongement de ce qu'a dit Henri Nallet également, c'est la pérennité de nos exploitations. La COP, c'est le prolongement de nos exploitations. Nous, ce qu'on veut, c'est la pérennité de nos exploitations à travers la transformation, la valorisation de nos productions. Notre vision, et je le dis d'une façon très constructive, c'est pas de voir à 5 ans un mandat ou avoir... Nous, c'est des générations. Ce qu'on veut, c'est transmettre l'outil à nos enfants. On est vraiment dans cette logique du long terme, et c'est notre mission, quelque part, elle est là, de vivre de notre métier, mais d'assurer la continuité, la pérennité de nos exploitations. Et ça, quelque part, je ne vais pas dire que c'est unique, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises dans différents secteurs qui veulent transmettre leur outil. Mais nous, il y a l'attachement à la terre. Et la terre, elle nous fait vivre. Donc c'est quelque chose d'essentiel, ce patrimoine. Alors justement, Errol Cohen, vous, quand on a préparé cette table ronde, vous me disiez, pour moi, il y a un vrai, justement, un vrai point positif, c'est souligner le lien entre le temps long et le territoire. Pourquoi ? Il faut savoir déjà, par exemple, que les travaux sur la société à mission, ils vont vous paraître un peu des travaux qui vous appartiennent. En fait, tout est venu, dès l'origine, en tout cas en France, post-crise de 2008. Alors, post-crise de 2008, on s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, c'était au Collège des Bernardins. Et, finalement, la déduction qu'on a mise, c'était peut-être une crise financière, mais c'était surtout un problème de gouvernance d'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, des actionnaires avaient demandé à des dirigeants de faire des choses qu'ils n'avaient pas à faire. Bon. Quand on a réfléchi comme ça, on s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'ils ont prôné, tous ces gens-là ? Alors, on sait ce qui a été prôné depuis les années 80 dans la finance, c'est le temps court. Le temps court, c'est le profit tout de suite. Or, on sait aussi ce qui a fait réussir le monde dans la création de valeur, c'est le temps long. Ce temps long, on l'applique essentiellement dans la création collective qui est l'innovation. Comment imaginez-vous, par exemple, une entreprise comme General Electric ? Je donne juste un exemple parce que c'est peut-être un exemple qu'on connaît peu. C'est 7 milliards de bénéfices annuels, 5 milliards à la recherche et au développement. C'est 10 ans investis pendant 1 milliard pour développer une évolution de l'IRM. Et vous savez combien il y a eu de chefs d'entreprise, vous savez combien il y a eu d'actionnaires qui ont dit aux chefs d'entreprise d'arrêter ? Mais tous les ans, ils ont dit arrêtez. Arrêtez d'investir 1 milliard. Arrêtez. Arrêtez. Vous allez nulle part. Et c'est comme ça qu'on crée des choses. Et quand je prends ça, la notion de territoire, c'est exactement la même chose. Cette notion de territoire, c'est celle vers laquelle vous envoyez, vous avez vos activités, vous avez vos parties prenantes, c'est-à-dire en fait, le territoire fait partie des parties prenantes, il faut le savoir. La notion large des parties prenantes englobe le territoire. Et
Dès que vous avez tous ces gens-là, il faut leur faire parler le même langage. Donc, dans le territoire, vous avez des actions sur le territoire. Et, je vais finir juste pour une chose. Vous allez voir la notion de territoire et d'entreprise. Regardez ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Tout le monde travaille dans les Gilets jaunes. Tout le monde travaille. Ce n'est pas des gens qui vous disent « donnez-moi quelque chose ». C'est quelque chose qui vous dit « je veux gagner plus ». Ils travaillent. Si avec ça, on ne voit pas qu'il y a eu un problème dans l'entreprise depuis au moins une trentaine d'années, c'est pour ça que je vous dis les évolutions, on en a besoin. Merci beaucoup. Avant de vous donner la parole, Coralie Dubos, je vais demander à Henri Nallet juste de réagir par rapport à cette notion justement de territoire, par rapport à cette notion de gouvernance. Alors là, je parle vraiment au président du Haut Conseil de la coopération agricole. Pour vous, est-ce que vous estimez en effet qu'il faut peut-être aller vers des changements? Est-ce que vous estimez qu'il faut peut-être, quand on parle de gouvernance, avoir une vision peut-être nouvelle pour répondre à la concurrence internationale, pour répondre aux défis de demain. Donc, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que nous ont expliqué notamment Madame la députée et Monsieur Errol Cohen? Oui, je vais d'abord remercier Madame la députée de tout à l'heure m'avoir conseillé de lire ses œuvres, ce que je ne manquerai pas de faire. Non mais répondez. Non, je ne vous ai pas dit ça. Je dis que si j'avais mal expliqué, je pouvais donner de la documentation plus précise. Je vous en remercie. Plus précis. Mais ce que je voudrais plutôt essayer de vous dire, c'est que plutôt que d'opposer un type de société à un autre, je crois qu'en effet, il faudrait accepter entre nous de discuter de ce qui manque ou de ce qui fait problème ou de ce qui pourrait être amélioré. Alors, moi, je ne crois pas qu'il y ait une opposition fondamentale entre la tradition que représentent les coopératives agricoles, j'allais dire le monde ancien, et la nouveauté de l'entreprise à mission, et qui serait peut-être le monde nouveau. Je crois que les choses ne marchent pas comme ça. Ça ne marche pas en nouveau, ancien. Le processus historique, il est plus compliqué. Et si nous voulons rester fidèles à la vocation de nos coopératives, il faut en effet, Madame, que nous réfléchissions sur les conséquences de l'élargissement du marché dans lequel fonctionnent nos entreprises. Donc ça, c'est quand même vraiment un point important. Et c'est ça le problème principal qu'a aujourd'hui la coopération agricole. La coopération agricole, elle a très bien marché quand il s'agissait d'associer des petites exploitations familiales sur un territoire, pour un marché régional, voire même un marché national. Mais à partir du moment où ces entreprises coopératives travaillent sur des marchés internationaux, parce que le marché est là et parce qu'il faut suivre les productions, alors les problèmes deviennent plus difficiles, parce qu'il faut informer, parce qu'il faut discuter, parce qu'il faut former des cadres. On n'en a pas parlé jusqu'à présent. Il faut former des responsables qui soient capables d'appréhender l'ensemble des problèmes qui se posent à des entreprises de taille internationale. Et ça devient beaucoup plus difficile. Et là, je crois que COP de France et le HCCA ont une mission tout à fait particulière qui consiste à réfléchir à l'adaptation, la transformation de nos gouvernances pour être à la fois plus efficaces sur des marchés très concurrentiels, mais en même temps profondément respectueux de la spécificité de la coopération et ce qui est ce fonctionnement formidablement démocratique qu'on ne retrouve pas dans les autres types d'entreprises et qu'il faut à tout prix sauvegarder. Coralie Dubost, justement, quand on parle de concurrence internationale face à cette concurrence accrue, est-ce que la loi Pacte, justement, apporte une réponse aujourd'hui? Est-ce que ça fait partie des points importants sur lesquels vous êtes justement... que vous avez vraiment essayé que la loi Pacte puisse répondre?
Oui, alors je ne peux pas expliciter là maintenant dans les quelques minutes qui restent la totalité du deuxième chapitre sur le financement et les outils de financement internationaux. Mais en même temps, vous répondrez du coup par rapport à ce qui s'est dit, parce que vous vouliez répondre. Hein, donc, Oui, non, j'avais noté quelques points qui étaient intéressants, sur lesquels je pouvais éventuellement rebondir. Sur l'aspect international quand même, la société à mission, ça vient aussi répondre à ça, dans la mesure où, alors oui, il y a eu, ça a été suivi, une suite de 2008, mais c'est aussi, enfin, il ne faudrait pas qu'on se gargarise trop à l'échelle française, on est très fiers d'avoir pu intégrer cette société à mission, mais elle existe depuis quelques années aux États-Unis, au Royaume-Uni, et elle existe depuis 2 ans en Italie, donc on n'est pas non plus les premiers à avoir inventé ça. On n'est pas les premiers à l'avoir inventé, simplement ce qu'on a fait, comme on a pris le temps d'observer la façon dont ça avait évolué dans d'autres États. Dans d'autres pays, oui. La formule américaine ne convenait absolument pas à notre système. Vous pouvez l'imaginer, on n'a pas le même système de droit, on n'a pas la même façon de penser l'entreprise, de penser la relation de travail, de penser le marché en général. La solution anglaise dans le texte, dans la lettre, pouvait nous ressembler, mais ça n'a pas du tout pris, ça n'a pas fonctionné au Royaume-Uni. La solution italienne était pas mal, la Società Benefita. On s'en est inspiré à la nuance près que, par exemple, pour le contrôle extérieur, la vérification, chez eux, c'est l'autorité de la concurrence et la répression des fraudes, et on n'a pas choisi cette solution-là. On s'est dit que ça serait perçu comme un frein en France, vu la culture française, et on ne voulait pas apporter ce frein-là. Donc on l'a articulé autrement. Mais évidemment, ça s'intègre dans un contexte international où c'est une idée qui a germé dans différents endroits. En Italie, elle fonctionne très bien, la Società Benefita. En moins d'1 an, vous avez 45 structures, dont des très grosses et des très petites, qui sont passées sociétés dites à mission italienne, qui sont, je le répète, un facteur de différenciation sur le marché, sur la mission et sur la gouvernance, mais pas que les deux. C'est vraiment cette addition des deux qui va vous permettre de venir jongler, de venir répondre et, j'allais dire, d'exiger. C'est là-dessus que je voulais réagir. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de la fusée à 3 étages et du niveau de responsabilité sociale et environnementale des sociétés dans leur ensemble, des entreprises, quelles qu'elles soient, ça s'applique pas forcément et que à vous, ça s'applique à tout le monde, ce qui veut dire que c'est aussi un facteur d'exigence dans une relation de partenariat d'affaires. C'est aussi un facteur d'exigence dans une relation contractuelle, donneur d'ordre, sous-traitant, intermédiaire, fournisseur, distributeur, etc. Et ça, je pense que c'est important. Je vais prendre un exemple qui n'est pas forcément le vôtre, mais pour vous montrer quel impact ça peut avoir. J'ai eu notamment en audition, pendant qu'on travaillait sur Pacte, une PME française qui fait de la distribution de produits de coiffure. Qui fait de la distribution aux citoyens, aux clients directs. Évidemment, elle se fournit en différentes marques de produits de coiffure. Bon, eux, ils ont mis en place une politique interne RSE sur l'environnement où ils veulent réduire leur empreinte carbone. Ils ont plein de dispositifs pour ça, mais ils ont une contrainte, c'est que l'un de leurs plus gros fournisseurs, l'une des plus grosses marques qu'ils vendent le plus, lui-même veut distribuer lui-même à chacun des magasins en France. Et c'est une livraison qui part d'Espagne. Donc au lieu de pouvoir réduire leur empreinte carbone en distribuant eux-mêmes la PME dans chacun de leurs magasins, la dite marque de coiffure, ils se retrouvent contraintes par le plus gros derrière. Avec cette transformation du code civil, avec la RSE de façon générale, même sans aller jusqu'à la société à mission, vous allez pouvoir exiger certaines choses dans la relation. Et si en plus vous avez inscrit une mission de votre activité qui dit que vous avez comme mission spécifique et première pour, je ne sais pas, les 3 années à venir de réduire votre empreinte carbone, vous allez en plus pouvoir jouer là-dessus. Voilà, donc c'est quand même un topo qui est global, qui est effectivement aussi un petit peu complexe, et j'entends ce que vous dites quand vous dites qu'il faut qu'on emploie les mêmes mots, et je suis d'accord avec vous. C'est à la fois des choses que l'on connaît déjà, et en même temps des choses qui ont été adaptées aux enjeux qui arrivent ou qui existent à l'international. Donc c'est quelque chose d'hybride, et bien évidemment, il faut qu'on puisse en parler, et en parler régulièrement pour mieux se comprendre. Je vous remercie.